je suis une légende. Pas moi, hein, lui. Alors, pour tout vous dire, j'ai longuement hésité entre Seul au monde et Je suis une légende. Mais le principe est le même. On a un gars tout seul dans un film à grand spectacle. Et le gars du jour, ça s'appelle un numéro 62 selon la numérotation Stanley. Ici, c'est un Lee Nelson. Et quand on va sur le site de Lee Nelson, eh bien, il est présenté comme quelque part le premier rabot que l'on devrait faire rentrer dans une panoplie parce qu'il est capable d'à peu près tout faire. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Bonjour à tous, une vidéo où le sujet va donc être de pousser dans ses retranchements ce rabot. On est sur un rabot qui est un rabot dit de corroyage qui va nous permettre de faire des surfaces finies, qui va nous permettre de blanchir des surfaces brutes, qui va nous permettre de corroyer, donc de redresser des surfaces, de dresser des champs et même normalement d'être capable de recaler, de couper du bois debout, de pousser des petits chanfreins. Voilà ce qu'on lui demande. Est-ce qu'il le fait bien? Eh bien, on va prendre les choses dans l'ordre. Première étape, lorsque l'on a un bois brut tel que celui qui est immobilisé dans la presse, eh bien, ça va être de le blanchir. Et vous m'avez vu sortir le fer. Au passage, regardez, si on veut avoir un rabot capable de faire plusieurs choses, eh bien, on va devoir lui mettre plusieurs fers parce que les fers ne vont pas faire la même chose. Ici, 25 degrés, une arête de coupe qui est parfaitement droite. Et ici, un angle qui est déjà remonté à 30 degrés pour que le tranchant soit plus solide. Et surtout, un tranchant qui, alors n'est pas poli sur toute la surface, mais est parfaitement poli au niveau du tranchant. Et un tranchant qui est courbe, c'est le tranchant des riflards qui va nous permettre de blanchir le bois. Je vais commencer par ouvrir la lumière. C'est toujours important, d'une part parce que je vais faire un travail grossier et d'autre part, je n'ai pas envie d'abîmer le tranchant. Hop, je le mets en place ici. Je le remets en place là sans trop serrer. Et je vais faire le réglage. Alors, contrairement à un rabot que j'ai déjà présenté sur la chaîne de la même marque, le 164, on n'a pas de réglage à la volée, c'est-à-dire je suis obligé de venir mettre ma main ici et éventuellement de le bouger pour voir si ça accroche. Ce n'est pas aussi agréable. Le réglage étant fait, je vais pouvoir réduire la lumière, mais je ne vais pas chercher à la réduire énormément, étant donné que j'ai un fer courbe, ça n'aurait aucun sens. Première étape, je vais chercher à voir et à repérer les défauts dans mon bois et je vais travailler à 45. L'idée ici, c'est d'être capable de retirer beaucoup de bois pour blanchir avant de corroyer. On a bien sûr de l'arrachement, on fait des gros copeaux, ça c'est normal dans des espaces comme ça où ici j'ai un petit nœud, mais le travail pour blanchir est rapide. Moins d'une minute pour être capable d'obtenir une surface qui est, j'ai envie de dire, suffisamment plane pour basculer dans la raboteuse. Ici, j'ai une surface d'appui, alors ce n'est pas lisse, mais c'est plan. J'ai une surface d'appui qui serait tout à fait bonne pour être capable de faire une autre face parallèle. Mon bois n'est pas parfaitement lisse. La lumière reste ouverte ici à environ 1 mm et je vais adapter l'épaisseur du copeau en fonction des contrefils et en fonction des choses comme ça. Mais je reste sur une étape qui est une étape grossière.
Mon objectif ici, sans aller jusqu'à la finition, c'est de venir travailler des zones comme celle-ci. Je me rends compte que j'ai un peu plus d'épaisseur de copeaux à gauche. Alors, bilan sur cette première étape. Pour ce qui est de blanchir le bois, le rabot il se pousse hyper facilement, on arrive à retirer des gros copeaux, on a de l'arrachement comme on a de l'arrachement avec n'importe quel riflard, mais on arrive à les récupérer sur la deuxième étape. Là où on trouve les limites, c'est dans la longueur du bois que l'on va être capable de dégauchir. Au-delà d'1 mètre, je pense que ça va demander plus d'ajustement et de se fier plus à la règle et de venir reprendre. Et on ne pourra pas se fier à la longueur de la semelle pour être capable de venir faire un travail droit. Pour ce qui est de dresser, hop, je vais me mettre avec ma référence du bon côté. La limite va être la même en termes de longueur. En termes de maintien, on est comme sur une varlope. Il n'y a ici aucune raison que ça ne fonctionne pas. J'ai envie de dire, il faudrait presque une troisième lame. Il est toujours intéressant d'avoir un fer très légèrement bombé, justement pour dresser un champ qui va nous permettre, en le poussant plus à droite ou en le poussant plus à gauche, de redresser. Donc ici, j'ai besoin de retirer plus à gauche. Mon réglage est trop grossier. Je rentre le fer et je vais venir travailler sur cette arête qui est un peu haute. Et une fois que je suis satisfait, je redresse. Mais là, on est plus sur de la technique et pas trop sur l'utilisation du rabot. Je continue avec les étapes du corroyage. Je ne vais pas m'intéresser à faire un côté parallèle. C'est globalement la même chose que ce qu'on a fait de l'autre côté. Par contre, je voudrais voir comment il s'en sort pour être capable de recaler. La planche à recaler, elle va me permettre de mettre parfaitement d'équerre et de recouper des fibres perpendiculairement à l'extrémité. Donc, mes deux surfaces de référence sont posées sur la planche à recaler. Le rabot, lui, va venir ici glisser. Donc ici, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir un angle droit entre la semelle et la face de référence. La face de référence, c'est celle qui va venir être posée sur la planche à recaler. Mais si vous avez un angle droit, mais que votre fer il est bombé ou que votre fer il est sorti d'un côté et pas de l'autre, ça n'a aucun intérêt. Donc ici, pour recaler, il est extrêmement important d'avoir un fer qui est un fer avec un affûtage rectiligne. Un trait à l'équerre. Ce trait à l'équerre, je vais venir l'aligner sur ma surface de référence ici. On peut tapoter avec l'avant du rabot. Et une fois que c'est mis en place, la planche elle tient ici. Vous tenez votre rabot. Alors, quand on le tient par la cape ici qui sert à bloquer, on a tendance à la faire déplacer. Donc c'est intéressant de venir caler des doigts derrière pour ne pas exercer trop de force et risquer de faire bouger l'ensemble. Il existe des poignées dans certaines marques à ce niveau-là. Ça peut être intéressant si, comme moi, vous recalez avec le numéro 62. Et on va retirer des jolis copeaux en bois debout. Souvent, ce sont des copeaux qui sont très brillants. Il est important ici de ne pas avoir un angle d'affûtage qui soit un angle d'affûtage trop important. Ici, j'approche du trait de tranchée. On voit les petits copeaux, les petites fibres qui commencent à sortir. Quand je ne verrai plus ce décalage, je m'arrête. Autre indice que vous avez fini, le trait de tranchée a disparu, mais c'est surtout, vous avez un contact qui est un contact parfait entre la semelle du rabot
et le bord que vous venez de couper. Je trouve que ce rabot excelle pour recaler, sauf, j'ai envie de dire, pour une chose, c'est la préhension. La préhension n'est pas très agréable. On ne va pas non plus recaler toute la journée, donc ce n'est pas bien grave. Et ce n'est pas étonnant qu'il excelle, tout simplement parce que c'est un rabot, le numéro 62, alors c'est peut-être le 61 qui a été développé pour ça, mais bon, bref, ce sont des clones, ce sont juste des évolutions commerciales. Stanley était très très fort pour inventer un nouveau numéro, déjà à l'époque, qui faisait que c'était le rabot qu'il fallait avoir. Et donc ces numéros 61 et 62 sont des rabots qui avaient été inventés pour surfacer les billots de boucher et donc travailler en bois debout. C'est exactement ce qu'on fait ici, donc quelque part, il y a une énorme logique à être capable de faire un très bon travail ici pour couper des fibres debout. Qu'est-ce qui se passe si je veux commencer à faire des petites finitions comme un chanfrein, des choses comme ça? Ici, on a un rabot qui a la taille d'un numéro 5, donc ça commence à être un peu important et on va trouver les limites. Alors, il va être très important de réduire la lumière parce qu'on va avoir besoin de guide. Trouver, alors bien sûr, on va faire un chanfrein qui est net. Par contre, pour un débutant, être capable de trouver l'angle ne va pas être aussi simple qu'avec un rabot de paume. Ça, c'est évident, surtout là, lorsque vous êtes dans des endroits comme ici. Pour autant, voilà, ça fonctionne. Il me reste une chose à faire. On a fait différents éléments en termes de corroyage. Est-ce que ce rabot est capable de faire de la finition parfaite? Et là, il va y avoir une limite qui est liée au fer. Donc, faire de la finition, bien sûr, ça va dépendre du bois que l'on veut finir. Mais ici, le travail que j'ai fait tout à l'heure est doux. Sauf que, étant donné que je veux garder un affûtage parfaitement rectiligne pour recaler, j'ai des limites de fer, c'est-à-dire je suis très doux, une petite accroche, très doux, une petite accroche, etc. Donc ça, il va falloir que j'arrive à le limiter. Et d'autre part, qu'est-ce qui va en être de l'arrachement? Est-ce qu'il va être capable de le gérer? Pour que ce rabot puisse exceller dans ce domaine de la finition, il va falloir le munir d'un troisième fer qui va être affûté avec un angle d'environ 40 degrés. On aura donc les 12 plus les 40, on sera un total d'angle de coupe à 52. On pourrait même aller un peu au-delà. Donc ça va être important. Il va falloir très légèrement bomber ce fer. Et après, il va y avoir un handicap qui ne sera pas possible de corriger, c'est que ce rabot, il est très long. Et lorsque l'on va faire de la finition, par exemple ici, que l'on a un petit peu d'arrachement, je vais devoir reprendre une surface au minimum qui est long comme ça, même j'ai envie de dire presque 2 fois long comme ça, en amont et en arrière. Tandis qu'avec un rabot de finition, par exemple un numéro 3 ou un numéro 4, on a un rabot qui est quand même beaucoup plus court et qui est fait pour faire de la finition. Donc ça, c'est un inconvénient. Pour autant, on va essayer. On va rentrer, c'est extrêmement important, donc je desserre très légèrement ici. On va rentrer la lame pour faire un tout petit copeau. Je vais réduire la lumière au minimum, c'est-à-dire ici j'ai 2-3 dixièmes. Et je vais essayer de faire des copeaux très très fins. Il va falloir petit à petit réduire l'épaisseur des copeaux pour qu'ils deviennent, j'ai envie de dire, vaporeux. Ici, je n'ai eu des copeaux que à droite. Par contre, je commence à avoir une bonne épaisseur. Donc, question finition, on y arrive dans ce bois qui est globalement droit de fil. Qu'est-ce que va donner ce rabot lorsqu'on va le pousser dans ses retranchements et sortir un bois qui, lui, est complètement torturé avec des fils dans tous les sens? Je crois que c'est ce sens de passage qui est le pire. Donc là, j'ai un réglage qui est un réglage normalement optimal. Bon, non, optimal.
j'ai des copeaux qui sont beaucoup trop importants et j'ai déjà créé quelques petits arrachements. Donc, on va devoir réduire la profondeur de passe. Bon, je ne vais pas insister beaucoup plus. J'ai passé déjà pas mal de temps à essayer de le régler. Clairement ici, il y a deux phénomènes qui rentrent en ligne de compte. L'angle de coupe qui est faible, qui est plus adapté pour recaler, vous avez vu comme il est fabuleux. Et également la longueur de la semelle, qui même ici, si le bois est plus petit, ne joue pas un rôle important, mais qui va jouer un rôle lorsque l'on va vouloir faire de la finition sur quelque chose de plus important. Donc, comment conclure cette vidéo? Pas simple. Seul au monde, je suis une légende. Clairement, ce rabot, dans le milieu des boiseux, a un côté légende. Est-ce que pour autant, il pourrait être seul au monde? J'ai envie de dire oui, comme premier bon rabot, très bien. Mais au bout d'un moment, on va se rendre compte que il est moins bon qu'une varlope, qu'il est moins bon qu'un numéro 4 pour de la finition, qu'il est sûrement moins bon qu'un numéro 51 pour recaler. Mais en attendant, il est capable de tout faire. Ça en fait un sacré avantage. Est-ce que c'est pas ça finalement ce que je dis souvent, être un menuisier polyvalent? Là, on a un outil polyvalent, un outil qui ne sera pas spécialisé, donc qui sera moins bon qu'un outil spécialisé, mais un outil qui est capable de tout faire. Pour clore cette vidéo, j'ai envie de vous inviter à aller découvrir un programme de formation autour des outils à main qui est présent sur mon site. Il y a un lien qui traîne ici quelque part autour de la vidéo. Alors ça peut paraître anachronique à notre époque de se dire on va s'intéresser aux outils à main, à des outils tels que la scie égoïne, tels que les rabots, tels que les ciseaux, tels que la manière de les affûter, des outils qui étaient présents dans les caisses à outils de nos grands-parents. Pour autant, ces outils, j'ai envie de dire, ils nous permettent de trouver une bulle, un espace-temps différent. Il n'y a rien de plus agréable que de pousser un rabot et de se retrouver comme ça, dans un espèce d'état méditatif. Ce n'est donc pas anachronique, c'est juste une autre approche de voir la menuiserie, une approche où on a envie de se faire plaisir. Et ça sera le mot de la fin. Faites-vous plaisir, découvrez ce programme, mais faites des copeaux. Faites des jolis copeaux avec un rabot, vous allez voir, ça vaut toutes les thérapies du monde.